Bonsoir à tous. Alors il me revient le privilège d'ouvrir cette session des Amis du CRIF, au cours de laquelle nous avons l'immense honneur de recevoir Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Je vois que vous êtes venu avec notre fan club. Donc, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de la France. Il sera interrogé ce soir par Valérie Toragnan, directrice de la rédaction du Point depuis 1 an et demi. Merci beaucoup à vous d'être avec nous ce soir. Il était important pour nous de recevoir Bruno Le Maire parce que d'abord, nous ne vous avions pas eu au CRIF depuis maintenant 5 ou 6 ans, et qu'il était important pour nous de vous entendre, qu'il était important pour nous peut-être d'avoir un échange qui porte à la fois bien sûr sur les sujets liés à l'économie, aux finances, d'autant plus que ces questions sont en ce moment sur le devant de la scène médiatique, mais vous le comprendrez aisément aussi sur les questions liées à la cohésion sociale, l'état de notre démocratie, les questions de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui sont évidemment chers au cœur des Français juifs et sur lesquels nous serons aussi ravis de vous entendre. Je voulais également partager avec vous peut-être quelques points d'actualité sur les combats du CRIF. Vous le savez, le CRIF a pour mission en particulier la lutte contre l'antisémitisme. Et dans l'actualité, il y a quelques jours, nous avons eu plusieurs éléments qui sont venus se télescoper. Vous avez tous entendu parler, bien sûr, peut-être sur les réseaux sociaux, de cet épisode, à savoir ce maillot de football du club de Toulouse, le TFC, maillot floqué du nom du terroriste Otsar Hatorah, porté fièrement par un jeune homme et qui l'a partagé sur les réseaux sociaux. Ça a suscité une polémique légitime, une indignation légitime dans le pays, et évidemment, nous avons exprimé l'indignation et l'émotion des Français juifs face à cela. C'était d'autant plus traumatique que c'est arrivé au cœur d'un week-end de commémoration, celui des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hyper Cacher, cérémonie d'ailleurs de commémoration que le CRIF a organisée lundi soir devant l'Hyper Cacher en présence de 4 ministres, dont le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, le ministre des Transports et la ministre de l'égalité, femmes-hommes, mais aussi en présence de François Hollande, de la présidente de l'Assemblée nationale notamment, du vice-président du Sénat, et ainsi de suite. Et puis, il y a eu un troisième événement qui a émergé dans l'actualité ces derniers jours, et dont je voulais vous parler. Ce sont les fameuses excuses présentées par Dieudonné dans un magazine francophone israélien. Et je dois préciser que nous ne croyons pas à la sincérité des excuses. Nous avons eu l'occasion de le dire dans les médias ces derniers jours, en étant d'ailleurs soucieux de ne pas donner une tribune supplémentaire à Dieudonné par cette réponse, mais en voulant quand même marquer les choses. Nous ne croyons pas à la sincérité des excuses de Dieudonné. D'abord parce qu'au moment même où il prononçait ses excuses, par le biais de ce courrier, sur son site internet, vous pouviez continuer à trouver des contenus manifestement antisémites. J'invite chacun à vérifier. Et il nous semble que quelqu'un qui a fait commerce pendant 20 ans de l'antisémitisme, eh bien, est sans doute plus tenté par l'idée de retrouver le devant de la scène par cette manipulation que celui d'une démarche sincère. En tout cas, c'est comme ça que nous l'avons ressenti, que nous l'avons exprimé, et je voulais ce soir le rappeler devant vous avant de démarrer cette soirée. Je vais laisser la parole à Valérie Toragnan pour interroger Monsieur le ministre, en vous remerciant une nouvelle fois chacun de vous d'être avec nous ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour votre invitation à animer cette soirée des Amis du CRIF. Bruno Le Maire, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Vous vous doutez bien qu'on va commencer par des questions liées à l'actualité aujourd'hui, qui est extrêmement prégnante sur la question de cette réforme des retraites. Je voudrais lier 2 questions qui, à mon avis, sont complètement corrélées. Premièrement, réponse très courte, s'il vous plaît, de votre part. Êtes-vous inquiet
sur la situation financière de la France? Et deuxièmement, pensez-vous que cette réforme va apporter, certes, un ballon d'oxygène, mais est-ce qu'elle va être suffisante pour, justement, la situation financière de la France? Merci Valérie. D'abord, bonsoir à tous. Merci Monsieur le Président de votre invitation. Moi, je suis très heureux de vous retrouver. C'est vrai que je ne suis pas venu depuis 5 ans, donc vous pourrez voir si la bouteille s'est améliorée en 5 ans ou pas. Je suis très heureux de revoir des visages amis. Je n'en citerai qu'un seul, c'est mon ami François Hérault, parce que c'est un ami de très, très longue date. Et puis, je préfère les soirées du CRIF comme celle-là au dîner du CRIF. J'adore le dîner du CRIF parce que c'est très festif. Mais les soirées me permettent quand même d'échanger un peu plus calmement. Je voudrais remercier Valérie d'avoir accepté d'animer ce débat. Sur la première question, non, je ne suis pas inquiet, mais je suis lucide. Aujourd'hui, la situation financière de la France est dégradée par la crise du Covid, la réponse que nous y avons apportée, le plan de relance. Nous avons 3 000 milliards d'euros de dette, plus de 100% de la richesse nationale. Nous avons un déficit qui est élevé. Donc le moment est venu, sereinement, mais avec détermination, de remettre en état les comptes de la nation. Nous avons un plan de bataille, avec des revues de dépenses publiques, avec des assises des finances publiques, mais je pense que ce contre quoi il va être le plus difficile de lutter, c'est l'état d'esprit global qui considère que dans le fond, le déficit, c'est pas peu. Moi, je vois certains qui nous expliquent qu'il y a 13 milliards d'euros de déficit de régime des retraites en 2027, c'est pas grave, c'est une goutte d'eau. Enfin, goutte d'eau par goutte d'eau, on arrive à la mer Rouge. Et je pense que ma responsabilité de ministre des Finances, c'est avec beaucoup de fermeté d'expliquer que nous avons fait ce qui était nécessaire face à la crise du Covid, nous avons protégé. Donc continuons à protéger ceux qui sont les plus faibles et qui ont des niveaux de revenus les plus modestes face à l'inflation, mais maintenant le moment est venu de remettre d'équerre les comptes de la nation. Et croyez-moi, ça va pas être un combat facile. Mais justement, est-ce que la réforme des retraites est suffisante dans ce sens-là? Est-ce qu'elle va pas être... Non, elle n'est pas suffisante, mais c'est un pas dans la bonne direction. Et je pense qu'il faut être lucide, il n'y a pas de solution miracle. La seule solution que je connaisse, c'est de prendre chacun des comptes qui est en déficit et de regarder comment est-ce que vous revenez à l'équilibre. Alors, quand vous regardez aujourd'hui tous les comptes de la nation de manière globale, qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus pénalisant pour les comptes de la nation? Ce sont les dépenses sociales. C'est un choix collectif devant un système de protection sociale qui est très généreux, mais qui coûte très cher. Quand vous regardez ensuite branche après branche, vous voyez la branche assurance maladie, 20 milliards d'euros de déficit. C'est lié en partie au Covid, mais pas uniquement. La branche retraite, près de 14 milliards d'euros de déficit. La branche famille, elle est en excédent, et la branche des accidents du travail, elle est en excédent. La bonne méthode, c'est plutôt de faire un grand chamboule-tout global, de prendre chacune des branches qui est déficitaire, et puis d'apporter une solution. C'est ce que nous faisons avec la réforme des retraites, et c'est ce qui me permet de dire aux Français, notamment aux plus jeunes, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, quand vous partirez à la retraite, il y aura toujours un système par répartition, et il y aura toujours de la solidarité entre les jeunes générations et les générations à la retraite. Alors, vous avez... Est-ce qu'il y a des secteurs que vous avez en tête et sur lesquels vous pensez qu'il faut d'urgence commencer à faire des économies? Je pense que la première chose à faire, c'est de dresser un panorama global des choix politiques que nous avons faits. Et puis à partir de là, mettre les Françaises et les Français face à leurs responsabilités en disant sur quoi est-ce que vous êtes prêts à économiser, sur quoi est-ce que vous êtes prêts à dépenser davantage. Sur les retraites, je pense que nous avons posé le diagnostic et qu'aujourd'hui, beaucoup de Français voient qu'il y a un déficit et que ce déficit est un problème grave. Je pense qu'il y a des politiques, on peut lucidement se dire, mais dans le fond, on dépense beaucoup d'argent et le résultat n'est pas à la hauteur de ce que nous dépensons. Exemple typique, la politique du logement. Nous sommes un des pays qui dépense le plus par la politique du logement, mais est-ce qu'on a un logement bon marché? Est-ce qu'on accède facilement à la propriété en France? Non. Je pense qu'on peut certainement faire mieux. Il y a d'autres politiques, en revanche, où visiblement, on n'a pas suffisamment dépensé au cours des dernières années. L'hôpital, reconnaissons-le très sincèrement,
a été un des oubliés de la dépense publique au cours des dernières années. On a cru qu'on pouvait faire des économies systématiquement sur l'hôpital jusqu'au moment où on est arrivé à l'os et où ça engendre des souffrances pour nos compatriotes. Donc je crois, et c'est l'objectif de cette revue des dépenses publiques, c'est l'objectif de ces assises des dépenses publiques qui auront lieu au printemps prochain, c'est mettre les sujets sur la table et permettre aux Français de faire des choix. Le quoi qu'il en coûte, vous avez évoqué le quoi qu'il en coûte, vous avez évoqué la pandémie. Aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que vous referiez exactement la même chose de la même manière? Est-ce que vous avez des regrets? Sur le quoi qu'il en coûte, j'en ai aucun. Je referai exactement la même chose. Je pense que, j'irai même un peu plus loin, je pense que c'est une des meilleures décisions de politique publique que nous ayons prises avec le président de la République. Et croyez-moi, si je suis fier de cette décision, c'est qu'elle a demandé une vraie révolution mentale. Moi, chacun me connaît, j'aime les comptes bien tenus et je préfère faire des économies de dépenses publiques. Et donc, quand vous avez économisé euro après euro pour revenir à l'équilibre, et que tout d'un coup, il faut dépenser 300 milliards d'euros, 300, de prêts garantis par l'État, ça demande une révolution mentale terrible. Mais au bout du compte, nous avons sauvé tout l'appareil productif français. Nous avons évité une crise sociale majeure qui aurait sans doute conduit à une crise politique et peut-être à l'élection de Marine Le Pen. Donc je pense que c'était la décision la plus sage que j'ai jamais prise en matière politique, avec évidemment le soutien du président de la République. Bien sûr. Alors, on va parler un peu de politique de façon plus générale et de vous à l'intérieur de ce monde politique. Au départ, vous n'êtes pas un proche d'Emmanuel Macron et vous êtes devenu une pièce centrale du dispositif macronien. Est-ce que vous pouvez nous définir le macronisme et qu'est-ce qu'il imprime à la France et qu'est-ce qu'il laissera à la France? Je pense que, au-delà de la volonté, de l'enthousiasme, de la jeunesse du président de la République, qui est un signal très fort, on s'y est habitué, nous, mais quand vous allez à l'étranger, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays étrangers qui nous envient d'avoir un président de la République qui dégage de l'énergie, de la jeunesse, de la puissance. Et je pense que son apport politique principal, c'est le dépassement du clivage politique qui a structuré la vie politique française depuis plusieurs décennies, la droite et la gauche. J'ai 4 enfants. Ils ont entre 11 et 22 ans. Quand j'avais leur âge, on était de droite ou on était de gauche. Quand je commençais des études de lettres, moi j'étais perçu comme quelqu'un de droite, tous mes amis étaient de gauche. Aujourd'hui, il n'y a pas un de mes enfants à qui ce clivage droite-gauche dise quoi que ce soit. Et je pense que ce qu'il a senti avant les autres, c'est que ce clivage était dépassé et que le champ politique devait s'organiser différemment. Et aujourd'hui, vous avez 3 grands blocs. Il y a le bloc de l'autre monde. Ceux qui vous disent le monde actuel, le capitaliste, tout ça, ça n'est pas vivable. Il faut inventer un autre monde, qui pour moi serait assez proche du cauchemar. C'est celui de la collectivisation, c'est celui de la décroissance, c'est celui de la jalousie aussi, d'une certaine façon. Il y a le monde d'hier, espèce de nostalgie permanente, la France en sépia. Tout était mieux avant. Tout était mieux lorsqu'il y avait des clochers, des religions, un ordre. Tout était mieux avant. Ce que je ne crois pas. Et puis, est-ce que nous portons, c'est-à-dire un monde nouveau, avec la conviction forte que la France doit s'intégrer dans l'Union européenne, la conviction forte que l'économie, le marché, ça compte, et que l'entrepreneuriat, ça compte, et la conviction forte que la responsabilité individuelle est aussi importante que la responsabilité collective. Eh bien ça, cette réorganisation de tout l'espace politique français, c'est à Emmanuel Macron qu'on le doit, et je pense que c'est ce qui restera. Et l'un des choix d'ici 3-4 ans, lors des élections présidentielles, sera pour les Français, est-ce que nous rétablissons à nouveau le clivage droite-gauche, comme certains le veulent, ou est-ce que nous poursuivons dans le dépassement? Moi, j'aurais à cœur de porter, quelle que soit ma place, cette idée du dépassement que je crois à la fois juste et efficace pour le pays. Vous voulez la porter personnellement en 2027? Ça, on verra. Je veux dire, tous ceux qui font des plans sur la comète, ça m'est arrivé, manquent d'expérience et un côté un peu, je trouve, infantile à se préparer si tôt à des échéances si lointaines. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Donc, vous pensez qu'il serait absurde de vouloir voir renaître la gauche et la droite. Mais en même temps, la disparition au profit de ce 1/3 du centre raisonnable, voilà, de la raison, disons, c'est fait avec
une augmentation de la radicalité à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Est-ce que finalement, le bilan, ça va être aussi au bout de ces 2 mandats, que peut-être Marine Le Pen arrivera au pouvoir? Est-ce qu'il faut tant se féliciter que ça de la disparition de la droite et de la gauche, si c'est pour arriver à Marine Le Pen, ce que personne ne souhaite ici, je pense. Mais voilà, c'est peut-être quand même aussi un des résultats de cette disparition de la gauche et de la droite. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Et question subsidiaire, je la renouvelle. Est-ce que vous pensez être un bon rempart, vous, comme candidat, à Marine Le Pen? Ce que je constate, c'est que lorsque j'ai quitté ma circonscription, parce que j'ai toujours dit que je ne faisais que 3 mandats et pas un 4e, ma circonscription, qui a toujours été travaillée par le Rassemblement national, a basculé au Rassemblement national. Donc au moins pendant 15 ans, dans ma circonscription de l'Eure, j'ai été un rempart au Rassemblement national, et le jour où je suis parti, le Rassemblement national est passé. La deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est que nous ne sommes pas le cercle de la raison. Et je ne considère absolument pas que j'ai raison, que les autres ont tort. Je ne considère pas non plus être un modéré et les autres des radicaux. Moi, je suis très radical dans mes convictions. J'ai des convictions très fortes et je n'ai pas du tout l'envie qu'on me décrive comme un modéré qui aurait des convictions tièdes. Dieu vomit les tièdes, dit la Bible, et la Bible a raison. La troisième chose, c'est que quand je dis structuration des espaces politiques, moi, je respecte l'espace politique autour de la NUPES qui veut la décroissance, la sortie du système capitaliste, un partage des richesses fondé sur l'égalitarisme. Je le combats. Je pense que ce serait une catastrophe pour le pays. Mais je ne dis pas c'est des dingues, des excités, des radicaux, des violents. Non. Je comprends qu'ils rassemblent 30% des électeurs autour de leurs propositions, peut-être un peu moins. Et donc il faut les combattre idée par idée, pied à pied. Même chose pour le Rassemblement national. Et je le dis à mes amis du CRIF. Je n'ai jamais cru à la diabolisation du Rassemblement national. Justement, parce que je viens d'une terre qui est une des terres qui vote le plus pour le Rassemblement national. Et je sais qui a voté pour le Rassemblement national dans ma circonscription, qui a basculé. C'est des gens que je connais. C'est des chefs d'entreprise, c'est des patrons de PME, ce sont des agriculteurs, ce sont des commerçants qui disent on n'arrête pas de bosser, on n'en a pas pour notre argent. C'est des personnes qui n'ont pas accès aux soins et qui disent ça fait 10 ans, monsieur le maire, que vous nous dites que je pourrais avoir un rendez-vous en 3 semaines chez mon kiné. Je mets toujours 6 mois pour avoir un rendez-vous. C'est vous qui me dites qu'en 3 semaines, j'aurai rendez-vous chez un dentiste pour mon fils, mais mon fils n'est toujours pas soigné. Et il a manqué une année de scolarité parce qu'il n'a pas été soigné suffisamment rapidement. Donc jamais je n'irai expliquer, écoutez, nous sommes la raison et la sagesse, et les autres sont la folie. Parce que, hélas, cette folie est désormais largement partagée. Donc je pense qu'il faut, au contraire, faire soi-même preuve de beaucoup de détermination, de beaucoup de radicalité dans la défense de ses convictions, si on veut combattre avec efficacité le Rassemblement national. Très bien. Est-ce que je voulais juste vous poser une petite question parce que vous êtes un très fin connaisseur de l'Allemagne. Est-ce que je pensais à l'Europe, à la montée des populismes d'une manière générale, à la situation de l'Europe, au couple franco-allemand. Est-ce que vous pensez que l'Europe aujourd'hui n'est pas dans une crise qu'elle n'a jamais connue à cause de la détérioration du couple franco-allemand? Est-ce que finalement c'est pas, enfin de la relation à l'intérieur de ce couple? Et est-ce que ce n'est pas une question en fait bien plus grave, fondamentalement, même que le Brexit? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des divergences entre nos deux pays. Ils nous considèrent encore comme des cigales, les Allemands. Est-ce que cette fracture, cette divergence, ce n'est pas bien plus grave pour nous, finalement, que le Brexit? Elle serait grave s'il n'y a pas de possibilité de la résoudre. Mais j'ai toujours cru au couple franco-allemand. Moi, j'avais un grand ami que vous connaissiez bien, qui m'a toujours fasciné. C'était Antoine Weil, qui était le grand apôtre du franco-allemand, comme Simone, à qui je rends hommage. Et j'ai toujours été fasciné, chacun connaît ici l'histoire personnelle de la famille Weil et l'histoire personnelle de Simone, de voir qu'il considérait que tout ce que je faisais pour le couple franco-allemand était utile pour l'Europe qui leur apportait la paix. Et qu'il y avait une espèce de dialectique fascinante, qui était de se rapprocher des ennemis d'hier, qui avaient causé tant de souffrances dans leur famille, pour garantir la paix que leur propre famille n'avait pas connue. Et moi, cette dialectique-là, j'y suis viscéralement attaché. Ensuite, je pense qu'il faut prendre toute la mesure du sujet. En réalité, l'Europe est bouleversée dans
ses convictions et ses axiomes les plus fondamentaux. Soit elle fait une révolution culturelle, et elle sera ce qu'elle doit être, un des grands continents du XXIe siècle, soit elle en reste à des idées dépassées par la réalité, et elle sera balayée. Quand j'ai commencé la politique, dans les années 90, la paix était garantie en Europe. La démocratie était sûre de l'emporter. Et la mondialisation était nécessairement heureuse. Au moment où je vous parle, les démocraties sont challengées par les régimes autoritaires, la guerre est de retour sur le sol européen, et la mondialisation libérale est finie. Définitivement finie. Les États reprennent la main sur les politiques économiques, sur les investissements énergétiques, et chacun veut ramener sur son propre territoire les productions stratégiques, parce que personne ne veut dépendre de la Chine pour les batteries électriques ou de Taïwan pour les semi-conducteurs. Donc soit l'Europe prend la mesure de cela, et c'est ce que nous portons avec les Allemands, ce que nous voulons porter, et dans ce cas-là, elle sera un adulte dans la pièce, dans la grande pièce du XXIe siècle, vous aurez les États-Unis, la Chine et l'Europe. Soit l'Union européenne continue à être le ravi de la crèche en disant « je laisse mes frontières ouvertes, je n'investis pas dans l'industrie stratégique, je ne me réarme pas pour faire face aux menaces ». Et dans ce cas-là, nous serons comme les gamins qui assistent au divorce de leurs parents, Chine et États-Unis, et qui doivent choisir entre papa et maman. Bien, moi, je préfère que nous soyons des adultes qui défendent leur économie, protègent leur technologie, se réarment pour faire face aux menaces stratégiques que nous connaissons et actent que nous devons désormais passer à l'âge adulte. Pour résumer le fond de ma pensée, il est temps pour l'Europe de passer à l'âge adulte. Mais espérons que vos partenaires européens vous entendent et que la France ne reste pas trop seule. Je voudrais qu'on parle... Si vous permettez, vous mettez un parallèle entre la position que l'Europe doit tenir vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis des États-Unis ? Ou vous considérez que... Je considère que l'Europe, et c'est un des grands débats qu'on a avec les Allemands, chacun sait que les Allemands ont un tropisme atlantiste, que l'Europe de l'Est, pour des raisons qu'on peut connaître, Pologne en tête, a un tropisme atlantiste. Nous, ce que nous voulons expliquer à nos partenaires européens, c'est que nous pouvons avoir notre propre position. Les Américains sont des alliés. La Chine, ce sont des partenaires. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais les Américains, aujourd'hui, ont fait un choix stratégique qui est le seul choix stratégique transpartisan aux États-Unis. Le seul. Il faut tuer la Chine. Je caricature pour me faire comprendre. Mais la seule chose qui aujourd'hui rassemble républicains et démocrates aux États-Unis, c'est jamais la Chine ne prendra la tête des puissances mondiales et ne sera la première puissance économique et politique mondiale. Donc il faut combattre la Chine par tous les moyens. Et désolé, nous, ça n'est pas notre intérêt d'adopter cette position. La Chine est un partenaire commercial parmi les plus importants pour l'économie européenne. Donc nous devons engager la Chine, dire refuser le comportement chinois lorsqu'ils sont agressifs, refuser les vols de propriété intellectuelle de la Chine, refuser qu'elle subventionne largement une industrie qui ensuite arrive en Europe, mais sur la base d'un engagement de la Chine. Et c'est ces choix stratégiques qu'il faut éclairer. Si on veut faire la guerre à la Chine, très bien, mais la réalité, c'est qu'on ne la fera jamais. Soyons très lucides. Si demain, il devait y avoir un incident à Taïwan, que ferions-nous ? Que feraient les Européens? Que nous demanderaient de faire les peuples européens? Croyez réellement que les armées européennes se lèveront en masse pour aller défendre Taïwan? J'ai un doute là-dessus. Donc ce que nous devons faire, c'est éviter d'en arriver à ce point-là. Engager la Chine. Les États-Unis, eux, sont dans une position radicalement différente. Ils ont une position beaucoup plus agressive par rapport à la Chine parce qu'ils veulent défendre, et je peux les comprendre, leur place de première puissance économique et politique mondiale. Donc à nous d'accepter de définir notre propre position stratégique. Très bien. Je voudrais qu'on parle un peu de cohésion nationale. Je voudrais qu'on parle un peu de la France et de la situation de notre pays, j'allais dire d'un point de vue presque psychologique. Il y a aujourd'hui, il y a très peu de temps, une enquête qui a été faite par François Cros pour la Fondation Jean Jaurès, qui relate une défiance croissante envers le consensus scientifique à l'intérieur de notre société et particulièrement chez les jeunes.
avec des théories sur le planisme, vous savez, la Terre qui est plate, le créationnisme, le climato-scepticisme, contre la théorie de l'évolution. Et puis par ailleurs, on a une rupture sur le consensus autour de la laïcité dans l'enseignement, et qui est aussi, j'allais dire, revendiquée par cette jeunesse qui est de plus en plus à relativiser l'importance de la laïcité, peut-être à ne pas en comprendre les enjeux. Est-ce que l'état de cette jeunesse, qui d'un côté se révèle de plus en plus adepte de théories absolument pas scientifiques, complotistes, assez délirantes, et par ailleurs de moins en moins encline à comprendre ce que c'est le langage, enfin le fondement qui est pourtant cardinal dans notre pays, qui est celui de la laïcité, est-ce que cette jeunesse, qui est un peu comme ça en déshérence, elle vous inquiète particulièrement? Est-ce qu'elle est le reflet de l'état de notre pays? Est-ce qu'à votre avis, il faut combattre, et de quelle manière, ce qui nous menace à travers ces dangers? La jeunesse ne m'inquiète pas, sinon je ferai un autre métier. La jeunesse, par définition, elle est l'avenir d'une nation, il faut lui faire confiance. Et je vois partout où je circule en France des jeunes qui font des choses totalement exceptionnelles. En revanche, les statistiques que vous donnez, que j'ai lues, elles sont profondément préoccupantes. Et elles mettent le doigt sur le mal français, que je crois avoir identifié lorsque j'étais venu dans cette même salle il y a 5 ans, lorsque j'étais candidat à une primaire. Le mal français est culturel et la solution au mal français sera culturelle. Si nous ne combattons pas avec les armes de la culture ce mal français, qui est profondément un mal culturel, nous n'apporterons que des réponses superficielles. Oui, il y a eu un effondrement éducatif français. Oui, il y a eu un effondrement des sciences en France. Oui, on a laissé filer tout un système éducatif. On essaie de le reprendre. On a eu une longue réunion avec le président de la République il y a quelques instants sur le sujet. C'est le sujet numéro 1. Il ne faut pas se résigner à voir autant de jeunes qui, effectivement, aujourd'hui, s'éloignent de la science et commencent à croire à des théories complotistes. Il faut que nous gagnions ce combat culturel et nous le gagnerons par l'éducation. J'ajouterais qu'on le gagnera aussi par les femmes. Je suis stupéfait de voir à quel point nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de scientifiques. Et la féminisation de ces métiers est un échec complet. Avant de venir à la réunion chez le président de la République, j'ai regardé un peu les statistiques, j'essaie de travailler avant d'échanger, d'essayer d'apporter des solutions. Il y a 30 ans, il y avait environ 18-20% de femmes qui rentraient à l'école polytechnique. C'est déjà pas beaucoup. On est tombé à 17%. Et quand vous regardez d'un peu plus près, c'est fascinant de voir l'effet d'entonnoir, qui fait qu'à chaque étape, au collège, puis au lycée, puis en classe prépa, vous avez un système d'écrémage et d'entonnoir extraordinairement brutal, où à chaque étape, il y a de moins en moins de femmes. Il y a moins de femmes qui vont vers les collèges scientifiques, moins de femmes qui vont vers les options maths, physique en terminale, moins de femmes qui vont en maths sup, et quand on arrive en maths spé, M', étoile, celles qui conduisent à Polytechnique, là, il n'y a plus de femmes du tout. Donc vous dites, mais tout notre système éducatif, et c'est ce que nous essayons de faire, est à revoir de fond en comble. Pour lutter contre ces doutes sur la science, pour lutter contre ce relativisme sur la laïcité, qui conduit tout droit à ce que vous connaissez, l'antisémitisme chronique, oui, que l'on voit en France, la méconnaissance complète de l'histoire, qui fait que, au bout du compte, vous avez des jeunes qui, sans penser parfois à mal, peuvent tenir des propos antisémites. Quand on ne connaît pas son histoire, quand on a autant d'oubli, c'est le début des catastrophes. Donc c'est pour ça que je crois à ce combat culturel et à ce combat éducatif plus que tout. Il y a, à mon avis, 2 sortes d'antisémitisme aujourd'hui qui sont des graves menaces pour la communauté juive. Il y en a 2 sortes. Il y en a une qui est, j'allais dire, d'origine arabo-musulmane, d'origine islamiste, d'origine islamique. On peut discuter sur les mots. Qui d'ailleurs se retrouvent souvent au sein des communautés complotistes, qui sont un peu liées avec ces communautés complotistes.
Il y a un deuxième antisémitisme qui est un antisémitisme aujourd'hui plus d'extrême gauche, qui avance parfois masqué en prenant des thèmes autour de la critique du sionisme, la remise en cause du sionisme, la critique de l'État d'Israël. Et qu'on peut voir fleurir, y compris dans la grande presse de référence en France, où parfois on peut lire des choses qui sont avec une connotation, moi je trouve un peu inquiétante. On sent une progression. Alors, les attentats, on a évoqué tout à l'heure les attentats qui ont endeuillé la France, et pas uniquement la communauté juive, mais la France. Cette menace-là, même si elle est moins présente, est-ce que cet antisémitisme ne constitue pas une régression terrible pour notre pays? Et est-ce que là aussi, vous pensez que c'est l'éducation qui est la clé? Et est-ce que la progression, je lis aussi les deux, la progression dans notre pays de cette obsession ethnique, raciale, de la religion, qui est portée aussi par un islam aujourd'hui des frères musulmans, qui est peut-être pas l'islam de djihad, mais qui est en tout cas un islam politique, qui a une ambition, notamment à travers l'école, on le voit, les signes religieux, etc. Est-ce que tout ça définit pas un paysage qui est inquiétant? Est-ce que vous pensez que l'école a suffisamment les moyens aujourd'hui? Est-ce que l'éducation a suffisamment les moyens aujourd'hui pour lutter contre ces dangers? La réponse est non. Et je pense par ailleurs qu'il faut arrêter de penser que l'école est la solution à tout. Elle est essentielle, mais l'école n'a pas à se substituer aux parents. L'école n'a pas à se substituer aux déficiences des parents dans l'éducation de leurs enfants, dans les comportements de leurs enfants, l'incompréhension qu'ils ont, la brutalité qu'ils peuvent manifester. C'est d'abord la responsabilité des parents. Je rappelle qu'un enseignant, je l'ai été moi-même, a d'abord un rôle, c'est de transmettre un savoir. L'éducation, c'est les parents, la transmission du savoir, c'est les enseignants. Et à force de tout reporter sur le dos des enseignants, ils n'en peuvent plus et je peux les comprendre. Ensuite, je partage totalement vos préoccupations sur l'antisémitisme chronique que l'on voit ressurgir très régulièrement. Et je partage ce que vous avez dit sur Dieudonné. Je suis assez sceptique sur les excuses tardives d'une personne qui a tenu des propos qui sont impardonnables pour la communauté juive et pour la nation française dans son ensemble. Je fais ça avec le plus grand scepticisme. Ensuite, je pense qu'il faut que nous prenions la mesure, là aussi, de ce que connaît la société française et de ce que connaissent, dans le fond, quasiment toutes les grandes démocraties. Une nation a besoin d'un ciment. Elle a besoin de choses qui nous lient de manière qui nous dépasse. C'est des rites, c'est une langue, c'est des valeurs, c'est une religion. La religion, le mot veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est ce qui lie les gens ensemble. Et c'est ce qui vous relie à quelque chose qui vous est supérieur. Or, la France a connu, en l'espace de quelques décennies, une déchristianisation rapide, brutale, la fin de ce lien qui est celui des églises, du rite du dimanche ou des rites religieux. Elle a connu une désertification rurale. En l'espace de quelques décennies, les paysans qui occupaient une part importante de la société française ont disparu. Et en plus, nous avons, là aussi, il y a des rites derrière, connu une désindustrialisation comme aucun autre grand pays européen ne l'a connue. Par la faute des élites, d'ailleurs, qui ont laissé croire au peuple français que, dans le fond, l'industrie sans usine, c'était très bien. Donc les Français, quand vous regardez, ils ont tout perdu comme point de repère. La religion, les rites, les valeurs, il reste quasiment plus rien. Alors on m'explique, il reste la République. Mais on est dans le secret de nos échanges. La République ne suffit pas. Moi, je suis profondément républicain, je crois à la loi, mais je suis convaincu qu'il y a dans chaque personne une soif de mystère, de transcendance, de beauté, de doute, d'interrogation, appelez ça comme vous voulez, auquel la République ne peut pas répondre, ne suffit pas. Et donc, il n'est pas étonnant de voir que certains se tournent vers des religions radicalisées, certains sont complètement perdus, d'autres trouvent la foi là-dedans, dans leur iPhone, dans les réseaux sociaux, dans Twitter, y compris de vous à moi, des gens parfois très éduqués. J'ai vu à la faveur du Covid des personnes relativement éduquées se radicaliser complètement, céder à des théories complotistes, y compris dans ma propre famille.
Donc nous avons besoin, nous responsables politiques et responsables de manière générale, de réaffirmer les règles, la loi, la République, bien sûr, mais de reconnaître avec humilité que ça ne suffit pas. Que les hommes et les femmes demandent plus. Je le redis, ça peut être la beauté, ça peut être les paysages, ça peut être le mystère, ça peut être l'amour, ça peut être la foi, ça peut être le doute, ça peut être tout ce que vous voulez, mais la République ne suffira pas. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui sonne un peu comme du fer-blanc, à répéter sans cesse la République, les valeurs républicaines, l'idéal républicain, mais désolé, ça ne suffit pas, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Et puisque on se parle très librement ce soir, les gens se disent « mais vous êtes très bizarre et très étrange, monsieur le maire. Vous êtes un responsable politique et vous continuez à écrire. » Ben oui, parce que la politique ne me suffit pas. Et que je suis toujours stupéfait, même si j'adore la politique, j'ai un engagement politique auquel je crois profondément, que l'écriture m'apporte cette espèce d'horizon, d'ouverture vers quelque chose que je ne connais pas, dont j'ai impérativement besoin. Et chaque responsable politique devrait comprendre que nous sommes là pour défendre les valeurs de la République, pour réaffirmer l'État, les valeurs de l'État de droit, mais nous devons avoir l'humilité de comprendre, dans un pays qui a été une des grandes nations catholiques du monde, que la disparition de ce qui faisait le ciment d'une société ne se remplacera pas uniquement par des lois, des règles et des décrets. Que les gens aspirent à plus et que nous devons leur donner plus. Le président de la République a dit qu'il n'y a pas de culture française, il y a des cultures françaises. Est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que vous pensez, moi je vais parler de civilisation, est-ce que vous, même si bon, ça peut peut-être être pas le mot que vous préférerez, mais est-ce que notre civilisation, ses racines catholiques, chrétiennes, mais aussi grecques, mais aussi juives, est-ce que tout cela ne constitue pas justement un socle qu'on a petit à petit appris, peut-être comme des enfants gâtés, à désaimer, et que ce qui nous constitue nous aussi comme Français, je pense vous qui êtes un écrivain, je pense à cet esprit français qui part de Rabelais, qui passe par Montaigne, qui arrive ensuite à Voltaire. Est-ce que tout ça, c'est ce qui vous aide, vous, dans votre façon d'aborder à la fois votre métier d'homme politique et puis peut-être de continuer à caresser ce rêve enfant que vous aviez d'être un écrivain et d'essayer de continuer à le perpétuer? Comment vous trouvez, vous, les ressorts et... D'abord, vous avez employé, ce qui ne m'étonne pas de votre part, le terme juste. Moi, le terme dans lequel je me retrouve le plus, c'est l'esprit français. Il y a un esprit français qui est merveilleux et qui, je pense, continuera à impressionner toutes les autres nations. Ce qui fera la différence, ce n'est pas notre puissance économique, notre puissance industrielle, notre puissance militaire, c'est cet esprit français. L'esprit français qui est extraordinairement ingénieux, extraordinairement créatif, et qui fait que nous réussirons au XXIe siècle, qui est capable de se renouveler, de se réinventer sans cesse, qui est capable d'accueillir des cultures différentes, de les absorber, de les transformer et d'en faire le meilleur. C'est ça l'esprit français. Et oui, vous avez parfaitement raison, l'esprit français, la culture française est, dans ma vie quotidienne, une aide profonde. Et je suis triste pour les gens qui n'ont pas cette culture-là. Je suis triste pour ceux qui ne peuvent pas trouver dans le passé, dans l'histoire, dans notre histoire, ou dans notre langue, ou dans notre peinture, ou dans nos livres, un peu de réconfort. Quand vous êtes ministre des Finances, par définition, il vous arrive des choses désagréables toute la journée. Alors parfois on vous dit « Ah, il ne s'entend pas bien avec le président de la République, là il a eu un différend sur tel ou tel sujet ». Je me dis « Bah dis donc, quand Richelieu était en désaccord avec Louis XIII, ça devait quand même être autre chose. » Il y a un magnifique livre de Simone Berthière qui s'appelle « La malentente sur les relations entre Richelieu et Louis XIII ». Je peux vous dire qu'après, moi qui ai une relation très fluide et très facile avec le président de la République, ça relativise tel ou tel petit différend que vous pouvez avoir. L'histoire vous permet de vous remettre vous-même à votre juste place, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça vous donne de l'humilité, c'est important pour un responsable politique. Et ça vous donne même, je dirais,
une vraie joie, parce qu'il y a quelque chose de joyeux dans la culture, à connaître d'autres univers, à connaître d'autres mondes. Mon ami Michel Houellebecq, et que je revendique comme ami, malgré parfois des différends que nous pouvons avoir, a écrit un texte magnifique sur la littérature. Et François Heilbronn, qui vient d'écrire son premier roman, je le recommande même si je ne l'ai pas encore lu, comprendra ce que je veux dire. Nous avons un cerveau qui dépasse nos vies. Notre cerveau est extrêmement imaginatif, et l'esprit français est extrêmement imaginatif et créatif. Connaître l'histoire, écrire, produire, créer, c'est utiliser toutes les ressources de son cerveau, et c'est vivre 1000 vies plutôt qu'en vivre une seule. Ben, je pense qu'une vie réussie, c'est une vie où on vit la sienne, mais on essaye aussi de vivre celle des autres. Voilà. Alors, analyse sur ce que devrait être la République, ou plutôt sur ce qui lui manque en ce moment, me fait penser à Charles Péguy, dont on a célébré les 150 ans de la naissance il y a quelques jours, autour de la question de la mystique en politique, et c'est un peu ce que vous appelez de vos voeux, en tout cas la nécessité de réenchanter la République et sa promesse. Il y a dans cet esprit-là un des sujets qui est la question de la laïcité, qui maintenant est au cœur du projet républicain, même si elle n'existait pas au début de la République, il faut quand même s'en souvenir. Beaucoup de débats en ce moment, des débats notamment sur les atteintes à la laïcité en milieu scolaire. Quelle est votre position sur les sujets dont on parle en ce moment, l'abaya et autres ? À la fois, je suis un grand défenseur de la laïcité, et dans le même temps, je voudrais dire qu'elle ne suffit pas. Je suis un grand défenseur de la laïcité parce que je pense que c'est la condition pour la société française de son repos, de sa sérénité. Donc je continuerai à défendre avec beaucoup de force le principe de laïcité, notamment à l'école. Je suis très inquiet de voir que dans beaucoup d'écoles françaises, aujourd'hui, on ne peut plus respecter la laïcité et on voit progressivement les signes religieux s'imposer. Je pense qu'il faut combattre ça avec beaucoup de force. Mais dans le même temps, il ne faut pas sous-estimer l'aspiration de chacune et chacun d'entre nous à quelque chose de plus, je le redis. Je vous donne là aussi mes convictions les plus profondes, elles valent ce qu'elles valent. Tout le monde a besoin d'un autre monde. Tout le monde a besoin d'un autre monde. Il peut être religieux, il peut être imaginatif, il peut être créatif. La meilleure preuve, et je vous remercie de ne pas trop l'utiliser ce soir, c'est une nouvelle fois ceci. Regardez quand vous dînez en famille. Je vous redis, j'ai 4 enfants. Mais désormais, je suis obligé de mettre un petit panier à côté de la table en disant on pose les portables là. Parce que sinon, le monde dans lequel sont mes enfants, ma femme Pauline, moi-même, nos 4 enfants, bon, au bout de 10 minutes, 15 minutes, ce monde-là, ça suffit, je vais regarder dans l'autre monde ce qui se passe. Quand vous avez des réunions maintenant, y compris avec le président de la République, il faut obliger les ministres à déposer leur portable à l'entrée, parce qu'au bout de 15, 20, 30 minutes maxi de réunion, tout le monde se dit ce monde-là de la réunion, finalement, ça m'emmerde, ça me saoule, et je me replonge dans un autre monde. Vous nous donnez des idées pour les prochaines réunions des Amis du CRIF. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois profondément que l'esprit humain ne se suffit pas à lui-même, que la réalité ne lui suffit jamais, et que tout le monde a besoin d'un autre monde. Cet autre monde, il y a quelques décennies ou quelques siècles, c'était la religion. Tout le monde vivait dans la crainte d'un autre monde, et croyait dans cet autre monde, et vivait avec cet autre monde, et fréquentait cet autre monde en pratiquant les rites religieux, en allant à l'église, ou en allant à la synagogue, ou en allant dans des lieux de culte. Mais aujourd'hui, où une majorité de nos compatriotes ne croient plus ni en Dieu ni en diable, cet autre monde, c'est devenu le monde numérique. Et ne sous-estimez pas le défi que ça pose aux démocraties, parce que cet autre monde étant un monde où le mensonge et la vérité sont exactement les deux faces d'une même médaille, où tout se vaut, eh bien ce monde-là est une vraie menace pour la démocratie. Donc nous devons comprendre ces aspirations, aller jusqu'au bout et creuser jusqu'au bout ce que cela signifie pour nos démocraties, pour nos organisations sociales, sinon nous n'arriverons pas à réinventer une société heureuse et stable.
Merci beaucoup. Je propose que... Alors, qu'on donne la parole à la salle. je vous invite à vous diriger vers les 2 micros qui sont dans les couloirs pour ceux qui souhaitent poser des questions. Bonsoir, Gérard Ager, vice-président du CRIF. Je suis surpris que dans tous les sujets que vous avez évoqués, le dérèglement climatique ne figure pas. Le gouvernement, en ce domaine, a fait des promesses, de belles paroles, a réuni une convention et en même temps s'est fait condamner par le Conseil d'État pour inaction. Donc, comment voyez-vous le sujet ? Je partage votre opinion sur la décroissance. Hein. C'est pas la solution. Mais il y a des moyens à mettre en œuvre. Il y a une action qui est importante parce que notre pays a été touché considérablement en 2022 par la sécheresse, les inondations, etc. Comment comptez-vous agir dans les années qui viennent ? Alors, je n'ai pas répondu à la question. Je suis un garçon poli, donc je réponds aux questions qui me sont posées. Mais vous savez mon engagement sur ce sujet-là. Et pour le coup, c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai fait de la loi sur la réindustrialisation verte le grand chantier de mon année 2023. Là, pour le coup, je suis convaincu que, notamment pour les jeunes, vous pouvez rassembler une majorité de jeunes et une majorité de la société autour de cet enjeu. Parce que dans le fond, je vous le dis, je pars du principe que chacun cherche quelque chose qui le dépasse. Dieu nous dépasse pour ceux qui y croient. La religion nous dépasse pour ceux qui y croient. La mort nous dépasse. Mais l'univers aussi nous dépasse. Et donc cette question du climat aussi nous dépasse. Et là où je crois que c'est un merveilleux sujet politique, c'est qu'elle peut engager toute une société, tout un corps social autour d'un défi qui le dépasse complètement, qui est le dérèglement climatique, qui est le réchauffement du climat, la disparition des glaciers, nos paysages qui sont abîmés, le caractère invivable de la planète si nous ne prenons pas les mesures nécessaires. Donc oui, c'est un beau sujet. Je pense que c'est un sujet qui, parce qu'il nous dépasse, peut rassembler une majorité de nos compatriotes, et qu'ensuite il oblige à des choix politiques, au sens le plus noble du terme. Entre ceux qui vous disent lutter contre le réchauffement climatique, ça nous oblige à renoncer à la croissance, à la prospérité, à des soins de qualité, à la vie en appartement privé, il faudrait qu'on vive tous dans des appartements collectifs, et ceux qui disent, au contraire, c'est un défi pour plus d'innovation, pour qu'on soit toujours plus innovant, de façon à lutter contre le dérèglement climatique. Donc je pense que c'est un sujet majeur. Je m'inscris évidemment dans une politique de croissance et d'innovation pour régler ce problème du dérèglement climatique, mais c'est un des vrais grands sujets politiques à traiter. Monsieur le ministre, bonsoir, merci beaucoup de venir pour cette rencontre. Je suis Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France. Alors 2 questions rapides. D'abord, l'expression d'un désaccord sur la stratégie vis-à-vis du Rassemblement national et de l'extrême droite, parce que vous dites d'un côté qu'il n'y a plus de clivage gauche-droite, c'est évidemment une réalité, et de l'autre côté que la stratégie qui vise à diaboliser le RN ne marche pas. Est-ce que finalement de dire ça n'a pas pour conséquence de dire que le nouveau vrai clivage, il est avec le RN, et donc l'assurance finalement qu'un jour proche, il soit au pouvoir. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque extrêmement important dans cette stratégie-là? En tout cas, à l'UEJF, nous, on choisit de continuer cette ligne, de diaboliser, au contraire, parce que c'est ne pas accompagner cette stratégie du RN de diabolisation. La deuxième question très rapide, c'est sur un de vos sujets. Vous avez parlé de l'étude de la Fondation Jean Jaurès qui est absolument passionnante et qui dit quand même que ces doutes sur la science notamment, ils viennent en grande partie des réseaux sociaux. Alors vous êtes ministre de la souveraineté numérique et donc nous on est en procès contre Twitter depuis plusieurs années pour leur demander simplement combien il y a de modérateurs francophones chez Twitter. C'est une information simple, on l'a pas. La loi qui dit qu'ils ont une obligation de modérer les contenus haineux, ils ne la respectent pas. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème majeur de souveraineté, justement nationale, que de ne pas réussir à obliger Twitter et les grandes plateformes à respecter la loi française
et à nous donner des informations qui sont d'intérêt national, évidemment. Merci beaucoup. Très bonne question. Alors, on va avoir un point d'accord et un point de désaccord. Sur le deuxième point, je suis en accord total. Je pense que derrière cette modération, il faut voir quels sont les moyens qui sont mis. Est-ce qu'il y a des interprètes? Est-ce qu'il y a une vraie modération? Est-ce que c'est uniquement des outils d'intelligence artificielle qui traitent ces contenus? Ce qui est le cas. Et dans ce cas, c'est totalement insuffisant. Et il faut continuer à mener cette bataille. Et c'est une bataille derrière laquelle il y a un enjeu de conception de la société. Parce que pour avoir discuté avec nombre de ces géants du numérique, de ces dirigeants des géants du numérique, dans le fond, leur inspiration est libertarienne. Tout ce qui est règle est mauvais. Tout ce qui est intervention de l'État doit être combattu. Et moi, je crois au contraire que plus que jamais, pour se protéger contre un déferlement de mensonges qui sont blessants, nous avons besoin de règles, nous avons besoin de vérité et nous avons besoin d'État. Sur le premier point, je ne veux pas qu'on se méprenne. J'ai toujours combattu le Rassemblement national, dans les urnes, dans mes positions, dans les choix politiques que j'ai pu faire. Mais j'ai la conviction que la diabolisation rend service au Rassemblement national. C'est triste à dire, mais c'est ce que je constate dans les urnes. Et qu'on est plus efficace à les combattre point par point, idée par idée, pour montrer à quel point voilà, leurs idées ne mènent nulle part, et que ce ne sont pas de bonnes idées. La diabolisation a conduit à l'élection de Donald Trump et a conduit au Brexit. C'est-à-dire que j'ai observé, je suis beaucoup plus vieux que vous, j'ai observé à quel point, après avoir construit le Brexit comme une option inenvisageable, monstrueuse, diabolique, moi je m'étais moi-même convaincu, je connaissais bien le Premier ministre britannique de l'époque, que du coup ça ne passerait jamais. Parce que je l'avais tellement diabolisé, y compris dans ma propre tête, qu'il devenait impossible que le Brexit passe. Et David Cameron, il faut encore que je connaissais bien, s'était lui-même convaincu de ça. Ils avaient réussi. Ils avaient fait du Brexit quelque chose de tellement épouvantable que jamais le peuple britannique ne voterait pour le Brexit. Et puis un matin, on s'est réveillé et le Brexit était passé. Et j'ai la conviction, mais intime, profonde, que si on refait la même chose avec Marine Le Pen, on va diaboliser le Rassemblement national, on va dire c'est épouvantable. Et tous ensemble, qui combattons le Rassemblement national, on va se convaincre nous-mêmes qu'on a fait le travail. Puis on va se réveiller un matin, et elle sera élue. Donc je crois profondément à une autre méthode, qui consiste à dire, mais écoutez, Madame Le Pen, vous proposez la TVA à 0% sur les biens de première nécessité, c'est bien sympathique, mais ça va aller dans la poche des distributeurs, pas dans la poche du consommateur. Nous, on est plus efficace. Vous nous proposez de sortir du marché européen de l'électricité, c'est très sympathique, mais je ne vois pas comment les boulangers auraient fait tourner leur four si on n'avait pas eu l'électricité provenue d'Allemagne lorsque nos réacteurs nucléaires ne tournaient pas. Je pense qu'il faut prendre les gens par la conviction plus que par l'émotion. Et qu'il faut qu'on reste sur notre terrain, qui est le terrain de la conviction. Sur le terrain de l'émotion, on perdra. J'ajoute une toute dernière chose, c'est que ça ne m'empêche pas de monter au créneau quand je vois des propos inacceptables qui sont tenus par l'extrême droite. Les propos de M. Zemmour sur Pétain, qui a aidé les Juifs, sont révoltants. Et je me souviens d'être allé avec mon ami François au mémorial de la Shoah, d'avoir vu le statut des fonctionnaires corrigé de la main de Pétain, rajoutant des professions qui ne pouvaient pas être exercées par les Juifs, de sa propre main, de son écriture bien déliée et bien propre. J'ai vu le télégramme qu'avait envoyé Pierre Laval, un officier général nazi, qui lui proposait de ne déporter que les Juifs de plus de 18 ans, et qui lui a répondu « les enfants aussi ». Et c'est ça notre rôle, c'est de rappeler cela, sereinement, mais avec beaucoup de fermeté. Donc on peut, sans diaboliser, mettre aussi l'extrême droite face à ces horreurs. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chères toutes, chers tous. Maxence Roselli, étudiant au Collège de droit de la Sorbonne et vice-président de LR Sorbonne. Monsieur le Ministre, j'avoue avoir été séduit par votre discours, notamment sur la dépense publique
et la sainteté que doivent tenir les finances de la nation. Malheureusement, et je pense que personne n'est frappé de misologie extrême dans cette salle, je suis triste de voir que certaines actions du gouvernement ne plaident pas, ou en tout cas ne vont pas en faveur du très beau discours libéral que vous avez tenu ce soir devant nous. Voyez-vous, le maire de Cannes, David Lisnard, et président de l'autorité... Est-ce que vous pouvez aller vers votre question? Oui, l'autorité des marchés financiers propose, lui, une réforme où on pourrait insérer la capitalisation et changer en quelque sorte le prisme d'une sorte de répartition sociale. Que pensez-vous de cette réforme où nous pourrions mettre une dose de capitalisation? Alors, j'ai écouté les propos de David Lisnard, qui est un ami, je le connais bien. Moi, ce que je constate, c'est que, dans le fond, ça existe déjà. Ça existe pour les fonctionnaires, ça s'appelle la préfond. Ça existe pour les particuliers, ça s'appelle les produits d'épargne retraite. Et d'ailleurs, là où je rejoins David Lisnard, c'est que ça correspond à une attente très forte de nos compatriotes, puisque j'ai moi-même créé ces produits d'épargne retraite. Il y avait 18 produits d'épargne retraite qui existaient auparavant. Avec la loi Pacte, on les a rassemblés en un seul, le plan d'épargne retraite. J'ai volontairement mis des dispositifs fiscaux très avantageux, et on s'était fixé comme objectif 3 millions de PER à échéance 2022, on en est à 6 millions. Donc c'est dire à quel point nos compatriotes ont parfaitement compris que prévoir des produits pour compléter sa retraite, ce n'était pas mauvais. Henri ? Nous avions eu le plaisir d'aller en Israël il y a quelques années. Je voulais revenir sur la question d'Israël. D'abord, c'est un des volets, l'antisionisme est un des masques de l'antisémitisme. Les dernières élections ont fait qu'il y a une diabolisation d'Israël, au moins dans la presse. Et j'avais le sentiment qu'à l'opposé, beaucoup des choses qui se font en Israël sont particulièrement intéressantes sur le dynamisme, la Startup Nation, d'ailleurs, qui a été reprise, termes qui ont été repris par le président de la République. Et donc, j'ai le sentiment que ça vaut la peine d'essayer de communiquer ou de mener des actions qui colorent positivement Israël, qui permettraient de compenser un peu la diabolisation qu'il y a en ce moment. Ça m'intéressait d'avoir votre avis là-dessus. Je me permets de compléter la question d'Henri en rappelant, si je ne me trompe pas, que votre premier déplacement en 2017 en tant que ministre de l'économie était en Israël au salon DLD, salon de l'innovation qui se tient à Tel Aviv. Alors qu'il y a plein de secteurs en Israël qui peuvent être cités en exemple. Peut-être les start-up, peut-être un domaine qui me tient très à cœur, qui est l'agriculture, notamment avec des dispositifs d'irrigation qui sont extraordinairement performants. Donc on pourrait citer de multiples exemples. Je veux juste répondre à votre question de manière très, très claire. L'antisionisme est un antisémitisme. Et là-dessus, je me méfie de tous les voiles que peut prendre l'antisémitisme. Ils sont divers, ils sont variés, ils sont multiples. Et je pense que le rôle d'un responsable politique est de retirer ces voiles pour montrer la vérité. Alors, on va prendre peut-être les questions de manière groupée, puisque je vois l'heure qui tourne. Oui. Donc, si vous me permettez, je baisse allez-y. Un peu le micro, je ne suis pas aussi grand. Enfin, je le prends carrément. Donc, c'est vrai. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, je suis étudiant à l'ESSEC Business School, j'ai 21 ans, et comme on sait tous, en France, nous sommes le pays, ou peut-être l'un des pays qui est imposant le plus. Donc, étant donné que nous sommes étudiants à l'ESSEC Business School, nous souhaitons avoir de longues et de grandes carrières ici, en France. Malheureusement, la taxation est tellement élevée, et nous voyons que, au fur et à mesure que les décennies avancent, la dette publique française ne cesse d'augmenter. Ce qui m'inquiète encore, monsieur le ministre, c'est que nous voyons... Votre question. 30 secondes, si vous me permettez. Non, pas 30 secondes, votre question. Comment permettre de convaincre les jeunes qui votent malheureusement majoritairement pour l'extrême gauche de voter plutôt au centre ou pas vers l'extrême droite, et donc alors qu'en fait ils ont comme objectif de manger demain. Malheureusement, ils n'ont pas peut-être cette orientation long-termiste pour pouvoir voir des orientations long-termistes, mais donc comment pouvoir les convaincre, parce que il me met un peu stressé parce qu'il n'a pas trop de temps. Je vous remercie. Voilà.
On va prendre voilà, toute la série des questions pour permettre ensuite de répondre à l'ensemble. Jean-François. Monsieur le ministre, Jean-François Gutmann, je suis à la retraite fonctionnaire à la retraite de Bercy et je suis maintenant au bureau exécutif du CRIF. Deux questions. Une question très grande mais qui est courte dans la question, c'est il y a une réforme qui a été longtemps évoquée, qui est la TVA sociale, qui a été abandonnée, on n'en parle plus du tout. Voilà. Ça, c'est la question macroéconomique. La question plus centrée sur les sujets du CRIF, il y a quelques mois... Pardon ? Ouais. Il y a quelques mois, le CRIF m'avait demandé de le représenter comme observateur à une réunion bilatérale intergouvernementale entre des hauts fonctionnaires français et des hauts fonctionnaires israéliens sur le thème de l'antisémitisme en France. Ça a duré 36 heures, c'était passionnant. Tous les hauts fonctionnaires de la République ont défilé dans le cadre de leurs compétences. Et à l'arrivée des courses, la conclusion israélienne était intéressante. Elle dit la France est le pays qui a dans le monde la meilleure législation pour réprimer l'antisémitisme, y compris le boycott, l'antisionisme, au niveau législatif. Donc, nous aimerions que vous arriviez à porter cette réforme au niveau européen, que cette norme soit européenne. Deuxième point positif, la France a un des meilleurs systèmes d'éducation, y compris autour de l'histoire de la Shoah. Un enfant de l'école publique ou privée arrive avec une connaissance à minima, et quand on le compare à d'autres pays, notamment aux États-Unis, le résultat est très positif vu du côté israélien. Le point très négatif était que la France est championne du monde dans les contenus antisémites sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, les Israéliens viennent vers nous en disant... Jean-François, si tu peux aller vers la question. La question est... Ça relève déjà de la question précédente qui a été posée par Samuel tout à l'heure, c'est comment on arrive à ériger la souveraineté européenne, française et européenne, autour des sujets numériques, sachant qu'en face, l'ennemi commun, c'est les États-Unis d'Amérique et le premier amendement de la Constitution américaine. Voilà. Dernier appendice. Non, j'y vais parce que c'est un point important. Il y a une administration de mission qui est remarquable, mais très, très légère par les moyens qui lui sont alloués, la DILCRA. Elle a 9 collaborateurs et un budget de 7 millions d'euros pour traiter de l'antisémitisme, du racisme et de l'homophobie. Je ne suis pas leur avocat, mais je pense que dans les arbitrages budgétaires, ça mériterait d'être beaucoup plus élevé. Merci. On prend la dernière question de ce côté. Merci. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Jean-Pierre Carrel, avocat. Ceci n'est pas une boutade. Que pensez-vous de l'idée de l'exonération de tous impôts pour les victimes de l'antisémitisme ? Celles-ci ne peuvent pas espérer de la justice la moindre considération ou suffisamment de considération, et encore moins d'indemnisation. Alors on se tourne vers vous. Alors très rapidement, les 3 questions de ce côté, puis on laissera Monsieur le Ministre répondre à l'ensemble. Bonjour, je me présente, je m'appelle David, j'ai 17 ans, je suis actuellement... Parlez dans le micro. Bonjour, je me présente, je m'appelle David, j'ai 17 ans, je suis actuellement lycéen. Et en préambule, j'aimerais dire que c'est un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui à la conférence des Amis du CRIF. J'ai 2 questions très rapides. Ma question se porte sur le protectionnisme. Aujourd'hui, on voit plusieurs gouvernements, et notamment européens, adopter des politiques extrémistes et populistes. Ces gouvernements veulent mettre fin aux différents traités de libre-échange entre les pays. On l'a vu avec Trump, on le voit maintenant en Italie. Ces idéologies se répandent comme une traînée de poudre partout dans le monde. Est-ce que, en tant que ministre de l'économie, vous craignez ces dérives venues de l'extrême droite ? Vous êtes également ministre des Finances. Ma deuxième question se porte sur le crédit hypothécaire. Aujourd'hui, comme on le sait tous, plusieurs pays européens comme l'Allemagne et la Belgique autorisent le crédit hypothécaire dans la limite de 20 à 30% du patrimoine immobilier. Donc ma question, c'est pourquoi, alors qu'on sait que 60% des Français sont propriétaires de leurs biens, on ne permet pas aux Français d'investir, et notamment d'investir dans le réel secteur. Merci beaucoup. En tout cas, on peut se féliciter du niveau d'économie au lycée en France, parce que quand on voit le niveau des questions... Bonsoir, Monsieur le Ministre.
Je m'appelle Enzo Bourlet, je suis étudiant à l'ESSEC également. J'ai deux questions. Vous avez évoqué les États-Unis qui mènent un combat contre la Chine, apparemment pour rester leader mondial économique. Est-ce que ça ne va pas plus loin dans un combat plutôt pour notre système démocratique, le capitalisme? Et la seconde question qui en découle, est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer sur le continent africain, notamment lorsqu'on voit les nouvelles routes de la soie, l'implication du groupe Wagner dans de nombreux pays là-bas? Est-ce qu'on n'a pas un rôle à jouer pour notre système au-delà du problème économique? Merci. Et dernière question. Voilà, la dernière question, bonjour, concerne la relation politique et diplomatique entre la France et Israël. Nous avons un président qui se targue, et a raison, de faire beaucoup de changements, d'évolutions, de modernité. Et on constate tous que la politique française, depuis 53 ans, est dans le même immobilisme vis-à-vis d'Israël. La même vision de la relation d'Israël, alors que chacun sait, au fond, que ça mène à une impasse et qu'on est sur des fausses voies. Ma question est celle-ci. Comment se fait-il que cette politique de la France reste la même, alors qu'elle est totalement inefficace et que ça se sait, ça se dit, et dans les plus hauts niveaux? Merci à vous. Je vais répondre aux questions. Alors, sur la première question qui m'a été posée sur les impôts, c'est bien pour ça que moi je m'oppose systématiquement aux augmentations d'impôts. En France, c'est absolument fascinant. Dès qu'il y a un problème, on vous propose une augmentation d'impôts. Et évidemment, on vous dit toujours une augmentation d'impôts sur les riches. On commence par une augmentation d'impôts sur les riches. Comme les riches, il n'y en a pas assez, on arrive toujours à une augmentation d'impôts sur les classes moyennes. Donc j'y suis totalement opposé. Quant aux jeunes qui votent pour la NUPES, je pense qu'il faut être lucide sur le fait que Jean-Luc Mélenchon a réussi une chose pendant la campagne présidentielle. Il a fait l'OPA sur la question climatique, question qui m'était posée tout à l'heure. Et il a réussi, parce qu'il avait travaillé le sujet, toujours regarder les forces de ses adversaires, il avait les mots, il avait les connaissances, il avait les thématiques. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit, mais il faut que tu t'y mettes toi aussi. C'est un sujet que tu traites trop à la légère. Donc, j'ai consulté des scientifiques, j'en vois régulièrement, toutes les semaines. Je consulte des spécialistes du climat, je consulte des ingénieurs. J'essaye d'apprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne le dérèglement climatique, quelle est la meilleure solution énergétique, parce que je me suis aperçu à ce moment-là de mes lacunes et de nos lacunes collectives sur ce sujet. Je pense que si on veut convaincre une grande partie des jeunes de nous suivre, il faut qu'on se remette à niveau sur cette question climatique. Croyez-moi, c'est un sacré défi, c'est un des grands changements de la vie politique française. On a eu pendant des années des gens qui sortaient de l'ENA, j'en suis moi-même un exemple. On a besoin de plus en plus d'ingénieurs et de scientifiques, et si on n'a pas ces connaissances-là, il vaut mieux les acquérir, sinon on ne parle pas aux générations qui viennent. TVA sociale, ça suppose l'augmentation de la TVA, donc j'y suis opposé. Sur l'enseignement de la Shoah, je voudrais juste dire une chose un peu dure. Tout s'oublie, surtout le pire. Tout s'oublie, surtout le pire. Donc croyez-moi, tous ceux qui se battent pour qu'on continue à parler de la Shoah, qu'on continue à enseigner la Shoah, font œuvre plus qu'utile. Parce que le cerveau humain et la société humaine sont faits de telle sorte que ce qui était terrible s'efface. Et s'efface plus vite que le reste. Et j'ai la conviction, pardon d'être aussi brutal, que si on ne remet pas cette question de la Shoah sur le devant de la scène, si on ne l'enseigne pas, si on n'anime pas ce qui est fait remarquablement par le mémorial de la Shoah, si on ne lit pas des Imre Kertész ou d'autres, si on ne remet pas des films sur le devant de la scène, le film de mon ancien ami Claude Lanzmann, ce sera oublié. Ce sera oublié. Donc nous avons tous une responsabilité collective. Parce que sur l'oubli se bâtit toujours le pire. C'est-à-dire de revivre des choses qu'on pensait ne jamais revivre. Personne ne pensait revivre la guerre sur le sol européen. Parce qu'elle a été oubliée, tout simplement. Et l'oubli fait que la guerre revient.
La première cause du retour de la guerre en Europe, c'est l'oubli. Eh bien, la première cause du retour d'un antisémitisme violent, ce sera l'oubli de la Shoah. Donc je pense qu'il est vital pour nos sociétés, pour la communauté juive, de sans cesse rappeler et redire ce qu'a été la Shoah. C'est parce qu'elle a été terrible qu'elle sera oubliée. Et ce n'est pas parce qu'elle a été terrible qu'elle sera rappelée. Bien au contraire. Soyons lucides là-dessus. L'exonération d'impôts pour les victimes d'antisémitisme, j'ai peur que ça me coûte très cher comme ministre des Finances, car il y en a hélas beaucoup. En revanche, qu'on accompagne chaque victime, je le dis au passage, c'est évidemment un devoir national. Sur le protectionnisme, c'est un très bon cas d'école de la manière dont on peut répondre au Rassemblement national. On peut dire le protectionnisme est épouvantable, le Rassemblement national fait des propositions qui ne tiennent absolument pas la route, très bien. On peut aussi regarder d'un peu plus près ce que nous faisons. Nous apportons des primes pour les véhicules électriques. 7 000 € par véhicule électrique. C'est plusieurs milliards d'euros de dépenses publiques sur 5 ans. Mais il se trouve que ces primes, aujourd'hui, vont bénéficier en priorité à des véhicules produits en Chine. Il faut peut-être se demander, sans fermer nos frontières, s'il ne faut pas réserver ces primes à des véhicules produits et assemblés en Europe, ou répondant à des critères environnementaux européens. Et ça, je pense que c'est une meilleure façon de répondre au Rassemblement national. Vous dire, vous avez tort, c'est épouvantable ce que vous proposez. Non, les gens, vous savez, ils regardent ce qui se passe, ils voient qu'il y a de l'argent public qui va vers des industries, des usines chinoises, ils se disent, mais c'est de l'argent dilapidé. Donc regardons la question et apportons des réponses qui défendent nos intérêts économiques. Le crédit hypothécaire, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est que ça pose un risque pour le surendettement des ménages, mais c'est une idée qui est effectivement pratiquée par d'autres pays. Sur les États-Unis et la Chine, oui, les États-Unis prétendent cela comme le combat de la démocratie contre les régimes autoritaires. Moi, je me méfie des croisades américaines. Je suis un grand ami des Américains, j'adore les États-Unis, je travaille très bien avec cette administration, mais je ne me laisserai jamais enrôler dans les croisades américaines. Car je pense qu'en général, elles sont dangereuses. Ils ont voulu, il y a quelques années, nous emmener dans une croisade contre l'Irak. Grâce à Jacques Chirac, nous nous sommes tenus à l'écart de cette croisade. Nous avons bien fait. Je recommande vivement, sans être dupe de ce qu'est le régime chinois, sans cesser de combattre pour les droits de l'homme, sans cesser de combattre pour le respect de la propriété intellectuelle, de ne pas nous engager dans une croisade contre la Chine. Car je pense que ce n'est pas notre intérêt. Que ce n'est ni le rôle de la France, ni le rôle de l'Europe. Nous avons à défendre nos intérêts, nos valeurs, notre conception de la démocratie, mais de manière indépendante, sans être enrôlés par qui que ce soit dans une croisade dont l'issue me paraît douteuse. Le continent africain, nous avons un rôle majeur à y jouer. Je ne sais plus qui m'a posé cette question, mais c'est absolument essentiel et il en va en grande partie de notre avenir. Enfin, il faut vraiment en avoir peu voyagé et être peu lucide pour ne pas comprendre que si nous ne réglons pas les problèmes des Africains avec les Africains, eh bien ces problèmes-là viendront chez nous. J'ai le souvenir d'un entretien avec le maréchal Sissi, qui est le président de l'Égypte, qui me disait, vous savez, nous sommes 100 millions. Dans quelques années, nous serons 120 millions. Nous avons la croissance démographique la plus forte de tout le continent africain. La seule question qu'il faut que vous posiez, c'est ce que vous voulez en Égypte ou en Europe. Mais soit vous nous aidez à nous développer et ils resteront en Égypte, soit vous nous laissez tomber et ils partiront chez vous et on ne pourra rien faire. Donc nous avons un intérêt objectif à travailler étroitement avec le continent africain et à ne certainement pas laisser ce continent ni à la main des Russes ni à la main des Chinois. Enfin, sur France-Israël, je ne vais pas me prononcer sur les relations diplomatiques, ce n'est pas mon champ de compétence, je veux juste dire que je suis un ami du CRIF et que je suis donc aussi un ami d'Israël. Merci à tous. Bien. Merci à tous, merci au public de sa discipline ce soir. Merci Bruno Le Maire de vous être prêté au jeu de cet échange et merci Valérie Toragnan également pour cette interview. Merci d'avoir été à nos côtés.